Extra-lucide, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, et c'est juste à cause d'extra-lucide, enfin pour extra-lucide que je peux dire ça, c'est qu'il me semble, mais ça c'est justement, ça c'est pas moi, ça aussi c'est l'écriture, c'est parce que je ne crois pas être particulièrement schizophrène, mais le fait est qu'il y a des choses qu'on voit en écrivant et qu'on ne voit pas sans écrire. C'est pas la question que vous posiez. Et quelquefois, maintenant ça m'est un peu égal, hein, ce que je fais et ce que je vaux. Je ne suis plus tourmentée par ça. Je pense un peu, voilà. Peut-être qu'il y a une petite dimension, pas tout à fait de fatalisme, ni non plus de résignation, mais le fait qu'à un moment on ne peut plus changer grand-chose. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait bien. Et quelquefois, je me disais que je n'étais pas bien du tout et que je perdais mon temps à regarder des choses qui n'avaient... Parce que vous m'avez demandé quel problème philosophique, j'aurais pu vous dire ça. Des problèmes philosophiques, ils sont philosophiques, mais ils n'intéressent que moi. Vraiment, ils ne sont pas traités dans les livres, ou même, quelquefois, ce sont mes livres qui me les ont posés. Mais vraiment, ils relèvent de la philosophie, mais personne n'en a souci, n'est-ce pas? Alors que, enfin, il y a des tas de choses qui concernent tout le monde. Alors, il me semblait quelquefois la même chose pouvait m'apparaître très bonne ou très mauvaise. Donc c'est extra-lucide qui me fait penser à ça. Je pensais, je me rengorgeais que moi, surtout en écrivant, je voyais des choses que les autres ne voient pas. Et quelquefois, parce qu'il faut quand même se taper sur les doigts, je me disais, mais c'est à peu près comme quelqu'un qui verrait la structure moléculaire des objets. Si vous êtes un être humain et que vous voyez la structure moléculaire des objets, vous êtes très embêté pour vivre en tant qu'être humain. Il vaut mieux que vous voyiez une bicyclette si votre intention c'est d'aller à vélo. Voilà. Un écrivain avant d'avoir rien écrit. J'ai toujours pensé devenir écrivain, riche et célèbre, et non, de maintes façons, et aussi, enfin, ça n'a rien de glorieux, j'ai dit ça l'autre jour à Alain Weinstein, c'est parce que je suis sûre qu'il y a un certain nombre de personnes dans ma famille à qui on a dit quand elles étaient petites, sera écrivain, parce que de raconter des histoires, d'avoir un peu un monde imaginaire, c'est vrai, enfin, de savoir bien parler, mais tout le monde parle bien dans ma famille. Et moi, j'étais disciplinée, enfin, ça m'a aidé aussi, parce qu'après j'ai vu que les écrivains étaient de mauvaises personnes, et que je ne pensais pas beaucoup bien de moi, ça avait l'air d'une garantie. Et je pensais aussi, quand j'étais enfant, il y avait cette personne qui s'appelait Minou Drouet, qui était un auteur enfant, mais qui était plus vieille que moi. Alors il y a eu un moment dans lequel je me disais, ça va, j'ai pas encore l'âge de... Minou Drouet a écrit son premier livre, et puis après je me suis dit, ça y est, j'ai l'âge de Minou Drouet. Et pendant très longtemps, je me suis dit, oh là, Rimbaud avait écrit Le Dormeur du Val, là, Rimbaud avait cessé d'écrire, donc je savais très très bien l'âge auquel les auteurs étaient morts, parce que, et l'âge auquel ils avaient écrit leur premier livre aussi, j'en ai laissé passer du temps. Mais enfin, j'étais pas du tout sûre d'écrire jamais un livre, mais je pensais que j'étais un écrivain. Enfin, en plus, le mot a eu très mauvaise presse, il a l'air très pompeux, mais peut-être que de nos jours, c'est pas très grave, hein, on peut le défendre. Bon, pendant une grande partie de ma vie, j'avais le sentiment déjà de disposer d'un outil,
d'abord, enfin ça c'est complètement bête. J'ai une mère merveilleuse hein, qui me disait tu crois que tu seras écrivain parce que tu as toujours été première en français. Mais dans tous les lycées, dans toutes les classes, de tous les lycées de France, il y a quelqu'un qui est premier en français. Et toutes ces personnes ne deviennent pas des écrivains. D'ailleurs moi, j'ai toujours été première en français et je ne suis pas écrivain. Et donc j'ai toujours pensé ça, qu'il fallait prouver quelque chose. Mais le fait est que j'ai toujours eu la réputation. Donc, d'abord, c'est pas vrai qu'il y ait des premiers en français dans toutes les classes de France. Il y a des tas de classes dans lesquelles personne n'est très bon en français. Et donc, c'est tantôt un qui est premier, tantôt l'autre. Et de toute façon, j'ai cessé d'être première en français quand il a fallu faire des dissertations, parce que je n'arrivais pas à écrire la première ligne. Donc, j'ai même été dernière en français. Et quand j'étais en Cagne, mon professeur de philosophie disait comme vous écrivez bien. J'étais déjà en Cagne, c'est un peu plus quand même. Mais enfin, je voyais bien qu'il y avait des tas de gens qui écrivaient bien. Vous savez, quand vous lisez des vieilles correspondances dans une maison, vous dites flûte, mais ils écrivaient tous bien. Et c'est tout, ils écrivaient des lettres. Alors, quelquefois, quand je n'ai pas écrit depuis longtemps, parce que ça m'arrive de rester très longtemps sans écrire, j'ai envie, vraiment, peut-être comme un instrumentiste, qui serait, vous savez, quelqu'un qui joue du piano tous les jours, et puis tout à coup, il est dans un endroit où il n'y a pas de piano. Alors, il pianote comme ça. Il y a une espèce de manque de l'instrument. Moi, quand je n'ai pas écrit depuis longtemps, j'ai l'impression que l'instrument me manque. Mais ce n'est pas la plume, ou le crayon, ou l'ordinateur. C'est cet instrument qu'on ne voit pas, mais qui ressemble plus à un violon qu'à un crayon ou un piano. Alors, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose, mais je ne savais pas quoi écrire. Non, c'est vrai, j'avais rien à écrire. Et c'est pour ça que je suis obligée d'écrire des livres qui sont très surdéterminés, parce que pendant 30 ans, enfin pas 30 ans, parce qu'on ne compte pas les 2 ou 3 premières années, mais on peut compter la 4e, hein, je pense, ou en tout cas, oui c'est ça, on sait qu'on a un instrument, mais on ne trouve pas à quoi l'employer. Alors, par exemple, quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte que les livres avaient des auteurs et qu'ils existaient depuis très longtemps. Alors, je me demandais quoi écrire. Alors, je me rappelle en particulier, mais ça m'arrivait chaque fois que je lisais un nouveau livre. Quand j'ai lu Une semaine en ballon, je dis voilà, c'est ça qu'il fallait écrire, Une semaine en ballon. Chaque nouveau livre, vous voyez que là, ça m'arrive encore un petit peu. Mais pourquoi j'ai pas eu l'idée d'écrire ça? Voilà. Mais je ne peux pas écrire rien. Je peux pas, je ne peux pas. Je ne suis pas satisfaite non plus. Si je m'impose une forme, il faut, je ne sais pas pourquoi, en fait. Pourquoi il y a quelques années, je peux vous... C'est l'exemple de quelque chose, c'est le meilleur. Il y a quelques années, je devais donner une lecture. Et j'avais décidé oui, c'est ça, d'écrire ce que j'appelle donc un texte in situ, ça veut dire un texte qui soit une lecture publique dans lequel... Alors, vous ne pouvez pas faire comme dans un livre parce qu'on vous voit, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire « je suis Henri », parce que tout le monde se doute bien que vous n'êtes pas Henri. Et donc, il faut travailler avec le fait qu'on est physiquement présent. Alors, voilà, j'ai travaillé beaucoup. Heureusement, j'avais déjà prévu qu'il y avait énormément de citations à l'intérieur de ce texte que je devais écrire. Mais tout de même, plus de la moitié, il fallait que je l'écrive.
je ne pouvais pas. Je n'avais absolument pas envie de me mettre en scène, alors même que si vous acceptez de donner une lecture publique, vous allez vous mettre en scène. Et il y avait des choses dont je voulais qu'elles adviennent, parce qu'on devait, en plus, je savais qu'on entrait en fiction, dans la fiction, à un moment, dans ce texte. Je fais ça très souvent, tout simplement, mes personnages sont dans la salle, donc je peux leur parler. Et je ne pouvais pas. Je ne supportais pas ça parce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas le sujet de mes livres. Enfin, on ne dirait pas là, parce que vraiment nous sommes vautrés dans la personne et rien, donc j'y arrivais pas. Et tout à coup, je traverse le cimetière du Montparnasse et je me rends compte qu'il faut décider d'un principe selon lequel des énoncés seront vrais et des énoncés seront faux. Et là, je me rends compte que ça va être un principe mathématique, que tous les énoncés seront numérotés, que de temps en temps on dira le numéro, et que les nombres premiers seuls seront véridiques. Les numéros qui ne seront pas, les énoncés dont le numéro ne sera pas un nombre premier, sera quelquefois grossièrement mensonger. Alors j'étais enchantée, ça m'a absolument... Et donc rien, je commence, je me mets à lire le énoncé numéro 1, je porte des lunettes. Voilà, voilà. Mais ce long discours, c'est pour vous dire qu'en aucune façon... Si je m'étais dit, tiens, on peut écrire un texte avec des énoncés numérotés dans lesquels seuls les numéros, les énoncés dont le numéro est un nombre premier seront véridiques, je dis, mais que c'est bête. J'ai besoin que la forme, même si elle est extrêmement... Oui, ça pourrait être une forme strictement oulipienne quand même. Enfin, oui, parce qu'ils ne sont pas très exigeants, quelquefois. Voilà. Et puis, c'est pas que c'est si facile, hein, parce que quand même, c'est pas que vous dites qu'il fait beau aujourd'hui, il doit y avoir... il y a une continuité dans le texte, donc c'est pas... ça présente... La forme même présente des difficultés. C'est comme s'il fallait que la forme naisse elle-même de l'intérieur du texte. Et pourtant, une fois qu'elle est là, elle gouverne le texte. En fait, là aussi, je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas raconté cette histoire, mais il y avait une raison.